continue avec une session dédiée au retour d'expérience de La Fourchette avec Chris Bourdeux, que je remercie infiniment pour sa présence maintenant. Et puis je vais donner la main à Chris, du coup, pour commencer. Il faut t'occuper un petit peu. Bonjour, donc Chris Bourdeux, je suis directeur du FP&A chez La Fourchette. FP&A, c'est Finance Planning and Analysis. Donc, je vais passer directement dans le vif du sujet. Quelques mots sur La Fourchette. C'est assez connu du grand public. Si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme de réservation de restaurants en ligne. On est présent dans 11 pays en Europe. On est leader en Europe. On a 50 000 restaurants réservables sur notre site à travers les pays dans lesquels on est présent. On appartient à TripAdvisor qui est coté en bourse et par conséquent, je peux pas parler du chiffre d'affaires ni des chiffres de croissance ou quoi que ce soit. Par contre, on est, pour donner des ordres de grandeur, voilà les chiffres que je peux communiquer. On est quasiment 700 employés, enfin on sera 700 à la fin de l'année. On est encore en phase d'hypercroissance, même sur les pays sur lesquels on arrive à maturité, comme la France. On a des pays dans lesquels on a été lancé il y a quelques années, dans lesquels on connaît encore 100 voire plus 100% de croissance, voire plus. Et par conséquent, du coup, on a un business model qui continue un petit peu à évoluer. On a des nouveaux partenariats qui sont signés relativement régulièrement. On a des canaux d'acquisition de clients qui apparaissent, qui disparaissent en fonction des partenariats qui sont signés ou de l'évolution de là où on insiste point de vue marketing. Voilà, donc tout ça pour donner une petite idée du contexte dans lequel on travaille. Plus spécifiquement sur mon équipe, donc le FP&A chez La Fourchette, on est 4 personnes basées à Paris. On fait donc en centrale, donc c'est 4 personnes en centrale qui soutiennent l'ensemble du groupe dans les 11 pays. On fait des forecasts mensuels, donc tous les mois on récupère vraiment les actuals vu que les choses évoluent très vite, on est obligé de rester assez proche de l'activité et donc de faire des reforecasts mensuels. Donc tous les mois, on récupère les actuals avec un niveau de granularité et de détail assez diabolique. On analyse les actuals du mois et puis on reforecast l'intégralité du P&L, donc top line, HR et les expenses, tout ça au mois le mois. Et notre outil dont on servait jusqu'à maintenant, c'était un énorme, c'est l'histoire assez classique de ceux qui implémentent Anaplan. C'était un modèle assez robuste, assez énorme, plutôt fiable, avec énormément de drivers. Donc on avait plus de 500 drivers pour modéliser la top line. On en était arrivé à un point où le modèle était trop gros, donc on l'a cassé en trois fichiers Excel. Avec d'un côté la top line, d'un autre côté les coûts HR et un troisième fichier dans lequel on forecastait les expenses. Et évidemment, tous les 3 fichiers étaient dynamiques, c'est-à-dire dès qu'on modifiait un petit peu la top line, ça avait un impact sur le recrutement dans les mois à venir, ça avait un impact aussi sur les expenses, etc. Donc on avait mis en place une macro qui synchronisait ces 3 fichiers. Vous imaginez l'usine à gaz, donc 10 à 15 minutes pour faire tourner la macro dès qu'on faisait une modification sur la top line ou dès qu'on faisait une modification sur les expenses, pour refaire tourner la macro, pour voir qu'est-ce que ça donnait. Donc tout ça, à chaque fois, on perdait. Dès qu'on faisait des modifications, on avait besoin d'un gros délai avant de pouvoir communiquer les résultats à notre management. Et donc on en est arrivé à un point, comme un peu tout le monde, où tous les jours, on voyait cette fenêtre qui apparaissait entre 1 et 10 fois par jour, en fonction de combien de versions du forecast on essayait de faire dans cette journée-là. C'est une histoire assez classique, hein. On a fait une étude de marché, on a fait un processus de sélection relativement robuste parce que appartenant à TripAdvisor, on voulait choisir une solution. On ne voulait pas rester un peu l'exception française qui avait mis en place son système de forecasting, son système de planning. On voulait quelque chose on voulait être backé par TripAdvisor, on voulait avoir le soutien du management. Donc on a fait un processus de sélection assez long où on a fait d'abord un diagnostic de notre outil. Donc on a engagé Accenture pour nous accompagner sur cette partie-là.
qui étaient assez impressionnés d'ailleurs par notre modèle, donc j'imagine qu'ils ont vu beaucoup de modèles de forecasting. Ils étaient tous assez d'accord pour dire qu'ils avaient rarement vu un modèle avec autant de drivers, autant de variables sur lesquelles on pouvait jouer et qui était vraiment driver-based, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'input manuel, il n'y avait pas beaucoup d'input manuel, c'était vraiment les actuals qui drivaient tout, plus quelques boosts à droite à gauche en fonction des initiatives qu'on prenait, mais tout très quantifié et très automatisé dans Excel, si on peut dire ça comme ça. Donc on a fait un scoping, on a fait des specs, on a fait une analyse du marché où on a regardé avec Accenture un peu toutes les solutions qui se présentaient. Donc on a fait vraiment nos devoirs et notre homework pour valider un petit peu notre choix vis-à-vis de TripAdvisor, essayer de les onboarder eux aussi dans notre choix et éviter de se retrouver 3 mois plus tard à ce qu'on nous reproche que la solution choisie n'avait pas été validée ou pas assez réfléchie. Donc à chacun de se faire un peu sa religion. Nous, de notre côté, c'était vraiment ce système-là. On s'est décidé pour Anaplan pour plusieurs raisons. Premièrement, il nous fallait quelque chose de flexible qu'on puisse mettre à jour nous-mêmes, donc un modèle où ce serait nous qui ayons la main sur la construction et la mécanique derrière le modèle, ce qui n'était pas le cas de concurrents comme SAP ou Oracle, où effectivement il y a un projet de mise en place ils proposent aussi des solutions de planning, mais on se retrouve rapidement dans une boîte noire sur laquelle il faut un système admin qui est expert en IT. C'est pas le cas de mon équipe. Nous, dans mon équipe, on est des financiers. On travaille beaucoup sur Excel très rapidement. On analyse. On a certes une appétence pour la technique, mais on n'est clairement pas des développeurs ou des systèmes admin pour un système comme Oracle ou SAP. Donc c'était un gros critère de sélection pour nous de garder la main sur le système. Un autre critère, c'était d'avoir un fournisseur qui soit accepté par TripAdvisor, donc pas une solution locale européenne, d'où l'orientation vers des grands players américains. Et le critère technique le plus important, c'était que la facilité de modéliser sur la base de drivers, donc vraiment pouvoir répliquer notre modèle driver-based dans le système qu'on aurait choisi. Et donc c'est un peu comme ça qu'on est tombé sur Anaplan. Voilà, on n'est pas tombé dessus, qu'on a sélectionné de manière très, très réfléchie Anaplan. Merci Chris. Donc si je comprends bien, l'autonomie de vos équipes ont été un point important et un critère de choix d'Anaplan. Donc on est arrivé au moment où vous avez choisi Anaplan. Donc on peut se poser la question de comment on implémente une solution comme Anaplan. Alors je pense que c'était important, en tout cas ça nous a semblé important de partager ce qu'on présente, ce que je présente régulièrement aux prospects ou aux personnes qui veulent commencer sur Anaplan. C'est les différentes approches projets qui peuvent exister et qui vont d'une autonomie quasi zéro, c'est-à-dire un projet clé en main où les équipes Anaplan et l'intégrateur construisent, conceptualisent, réalise toute la partie intégration de données, à un modèle qui est complètement à l'opposé, qu'on appelle We Coach, You Build. C'est-à-dire on laisse complètement la main aux équipes du client, et ça a été le cas des équipes de Chris, qui ont, après une formation et un accompagnement d'un partenaire qui est Adcan, en mode coaching, a réalisé quasiment 80% du modèle que mentionnait Chris à l'instant. Généralement, il y a le modèle du milieu, et c'est celui qu'on utilise habituellement à 90%, qui est le mode collaboratif, où on a à la fois des équipes intégrateurs et une équipe dédiée au projet provenant des équipes internes du client, qui va nous aider à construire la solution. Le choix de la fourchette, là dans ce cas présent, c'est vraiment le modèle qui demande le plus d'autonomie, mais aussi celui qui demande d'avoir des ressources dédiées et détachées au projet, qui est le mode, ce qu'on appelle le mode coaching chez Anaplan, et qui porte justement vers l'autonomie complète après le premier projet.
à quoi peut ressembler dans la théorie un projet Anaplan? Puisqu'on verra ensuite, Chris nous fera un retour sur ce qu'est en réalité un projet, mais je pense qu'on est en théorie pas trop loin. Un projet Anaplan, généralement, il se dit rapide, agile, avec des phases itératives de construction. Donc un projet Anaplan, généralement, c'est selon évidemment le périmètre, mais en moyenne, on a 90% des projets qui durent 16 semaines, entre la phase de cadrage jusqu'à la phase de go live et de première utilisation. Donc itérative, basée sur une méthodologie agile, et j'y reviendrai juste après. Donc des phases successives de construction et de test. Il y a plein de places, vous verrez, aucun problème. Et puis collaborative dans son approche de construction, où on invite vraiment des ressources du client à participer activement à la construction du modèle Anaplan, calé avec le process décidé au départ. On parle aussi de 4 facteurs clés de succès sur Anaplan, et souvent on y fait très attention en phase d'avant-vente de bien s'assurer qu'on a un responsable au cours du projet sur les 4 volets qu'on retrouve ici. C'est des choses qu'on a entendues ce matin. La première chose, c'est le process. C'est important de partir sur un process qui est, je dirais, à 90% cible. Généralement, les retards qu'on retrouve dans les projets, c'est souvent parce qu'on a trop de phases itératives du fait de règles de gestion qui sont pas encore définies en version cible. Donc le process, premier volet important d'un projet pour démarrer sur Anaplan. Le second volet, c'est la modélisation. La modélisation, donc j'étais un retour d'expérience de Criteo juste avant, qui disait que il faut pouvoir optimiser son modèle, et s'assurer qu'il soit administrable après le projet. Donc pas construire une usine à gaz, ça reste quand même, Anaplan reste un outil agile qui soit, il faut quand même le construire avec les bonnes pratiques et les bons choix de conception. Donc la modélisation, c'est souvent des personnes de mes équipes, Customer Success ou de partenaires certifiés, qui accompagnent cette partie modélisation. Le troisième aspect, c'est la donnée. On parlait de data quality ce matin. C'est un volet, un facteur clé de succès important, la qualité de la donnée, parce que forcément, si on n'a pas de données nettoyées et clean en entrée, forcément, on construit un outil qui n'atteint pas ses objectifs du fait de données erronées. Que ce soit des données de référentiel, que ce soit des données comptables, que ce soit des données RH. Important d'avoir une donnée de qualité en entrée d'Anaplan. Le quatrième aspect, c'est toute la partie conduite du changement. Donc on en a aussi, Gauthier en parlait juste avant, la session d'avant, toute la partie change management. On ne parle pas seulement des formations, généralement dans les projets que j'ai pu suivre, on parle vraiment d'un changement parfois organisationnel. Les équipes changent de manière de travailler. Avec un outil comme Anaplan. Et donc c'est important de s'assurer de l'adoption de l'outil, de s'assurer de l'adoption des nouvelles règles de gestion dans Anaplan par des acteurs dédiés à la conduite du changement, la phase de déploiement. Donc cette belle fresque, elle décrit ce qu'est un projet Anaplan. Donc c'est le découpage des 16 semaines dont je parlais. Donc une méthodologie en 6 phases. Donc la première phase qui est la phase de formation. Alors c'est même pas moi qui le dis. Certains clients disent c'est indispensable de commencer un projet Anaplan avec la formation des key users. Donc c'est une formation qui dure 3 jours et qui permet finalement aux équipes projet et clients de parler le même langage. Donc Anaplan. Donc la phase de training, la seconde qui est la phase de fondation, donc passer par une phase de kick-off, c'est assez classique, mais c'est important d'avoir le sponsor du projet et un alignement sur l'objectif et la valeur finale de ce qu'on va construire dans Anaplan.
la phase de recueil du besoin, donc particulière dans Anaplan parce qu'elle est, on parle de user stories, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnalités qu'on souhaite implémenter dans Anaplan. Après cette phase de fondation, on rentre dans une phase d'implémentation avec un enchaînement de ce qu'on appelle des sprints, c'est-à-dire des cycles itératifs de construction qui durent en moyenne 2 à 3 semaines. Et donc le nombre de sprints ici dépend évidemment du périmètre, du nombre de user stories qu'on aura en entrée, et puis la phase de test, la phase de déploiement, la phase de go live, assez classique dans un projet. Mais ce qui est important, je pense, de retenir, c'est qu'aujourd'hui l'outil Anaplan, il est vraiment fait pour cette méthodologie où on peut très rapidement montrer des choses aux utilisateurs finaux et puis aux sponsors du projet. On évite vraiment avec cette méthodo l'effet tunnel qu'on peut avoir sur certains projets avec des démos régulières de ce qui est construit dans l'outil. Donc ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie de ce que peut être un projet Anaplan. Et je vais redonner la main à Chris, du coup, pour nous parler de la pratique. Oui, tout à fait. Alors, chez La Fourchette, effectivement, ça s'est déroulé à peu près comme ça. On a eu une phase de training. Effectivement, j'abonde dans le même sens. Il faut la formation en ligne de 3 jours. Elle est largement suffisante pour commencer à écrire des formules, à modéliser, etc. On est par contre au bout de 3 jours pas autonome pour construire un modèle. On comprend l'outil, s'il y a un modèle qui existe ou quelque chose de très simple, on peut le modifier, on peut commencer à travailler avec. On n'est par contre pas complètement autonome. Donc effectivement, nous on s'est fait accompagner par Adcan, qui est un des partenaires certifiés. Donc on a fait notre formation de 3 jours qu'on a étalé sur une semaine pendant les heures un petit peu creuses. Ensuite on a effectivement eu un kick-off et défini nos specs sur de ce qu'on voulait faire. Juste pour revenir un petit peu en arrière, en fait, on est parti au début sur une solution comme ça, enfin sur un processus comme ça, et puis au bout de 2 semaines, on s'est décalé sur un modèle plus We Coach You Build. Donc pour nous, c'était You Coach We Build. Et effectivement, pour parler de la phase de processus, de spécification de notre modèle, chez nous, c'était relativement simple parce que les choses étaient très claires. On avait un processus... Non, on va revenir sur celle-là. Hop. On avait un processus très clair sur notre Excel de comment récupérer les actuals, qui était vraiment un processus rodé et éprouvé. Notre modèle, pareil, on le connaissait sur le bout des doigts parce que ça faisait 1 an que l'équipe travaillait avec, un peu plus même. En termes de data, c'est là où on a des petites surprises à chaque fois parce qu'on se rend compte que les data sont pas si fiables. Pareil sur le modèle finalement, quand on a l'impression d'avoir un modèle qui est très fiable et dans lequel il n'y a pas d'erreur, et puis on se rend compte que finalement on utilise la saisonnalité du Brésil pour forecaster la Suède ou des petites choses comme ça. Ça arrive dans Excel, ça n'arrive pas dans Anaplan après. Donc voilà, on avait effectivement ces 3 premières briques qui étaient très fiables et très éprouvées chez La Fourchette. Donc du coup facilement déployables, enfin duplicables sur Anaplan. Donc comme je disais, on a fait le training, on a fait un kick-off, les requirements ils étaient relativement clairs de par le fait que nos processus et nos data étaient relativement bien rodés. Là où on a fait un gros investissement en termes de temps sur mon équipe, c'est sur le premier sprint où on a vraiment sanctuarisé 2 semaines où pendant 2 semaines, parce que on est FP&A, contrôle de gestion, donc on est extrêmement sollicité, que ce soit par le management ou même par les équipes opérationnelles pour savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur budget. Donc on est sollicité vraiment de manière permanente. Et là, pendant 2 semaines, on a un peu fermé les portes et on s'est mis en chambre avec notre intégrateur pour ne pas être dérangé, pour vraiment avoir un sprint, le premier sprint qui était le sprint le plus formateur finalement. Pendant lequel l'équipe s'est focalisée à 100% sur l'apprentissage et c'est learning by doing, donc l'apprentissage avec sur vraiment notre modèle et avec la construction de notre modèle. Ensuite, on a eu un petit donc notre timing a été un peu malheureux.
Ça, c'est un peu la spécificité qu'il y a eu sur notre projet, c'est que on a fait 2 sprints assez couronnés de succès, en juillet et en août. Ensuite, fin août, c'était les vacances. Et puis, on a un processus budgétaire qui est assez long chez La Fourchette. Et on s'est retrouvé très rapidement pris dans le processus budgétaire. Anaplan, le modèle n'était pas prêt sur Anaplan. On continuait à faire notre reporting sur Excel. Et donc, du coup, pendant 3 mois de budget, on s'est retrouvé un petit peu bloqué. À essayer de faire des mini-sprints de 1 ou 2 jours quand on avait un peu moins de charge, mais bon, on n'a pas réussi à beaucoup avancer pendant ces 3 mois-là. Donc il y avait des briques qui étaient déjà finies dans Anaplan. Par exemple, sur les expenses, on loadait des expenses qu'on récupérait de la compta, on les loadait dans Anaplan et puis on arrivait à reforecaster nos expenses dans Anaplan. Mais après, on les retrievait et puis on les remettait dans un Excel derrière pour avoir notre PNL complet. Donc voilà, c'était un peu le petit problème qu'on a rencontré, qui est que si on n'arrive pas à dédier du temps vraiment à construire notre modèle et à travailler sur l'outil, on perd du temps effectivement. Donc du coup, une fois qu'on avait fini le budget, fin novembre, début décembre, on s'est remis à 100% sur Anaplan avec le but de passer en live pour l'année 2018, ce qu'on a réussi à faire finalement en squeezant à la dernière minute en fin d'année et au mois de janvier pour être live en 2018, ce qui a été le cas. Je vais revenir aussi sur cette slide. Donc en termes de déploiement finalement, ou même sur celle-là, en termes de déploiement et de testing, finalement on n'a pas eu énormément de change management à gérer. Les stakeholders du projet, ils sont principalement dans mon équipe. C'est un projet qui nous a apporté énormément de confort de vie. On s'est débarrassé d'un modèle Excel qui fonctionnait plus. On travaille sur un outil maintenant qui fonctionne. Dans un premier temps, donc dans les premiers mois, pour nos interlocuteurs externes, rien n'a changé parce que on était un peu novices, donc on retrievait notre forecast de Anaplan, on le mettait sous Excel et puis on envoyait les mêmes Excel au country manager ou au management dans un premier temps. Et puis là, on est en train graduellement d'ouvrir l'accès aux autres stakeholders. Donc là, on commence à faire un petit peu de change management à l'extérieur de mon équipe, ce qui fonctionne plus ou moins bien en fonction des interlocuteurs. A priori, ça fonctionne très bien chez nous jusqu'à maintenant. On n'a pas encore testé avec des personnes plus réfractaires, on les garde pour la fin. Mais a priori, tout marche plutôt bien. En termes on arrive à peu près à la fin. En termes de key learnings, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, ça recoupe avec la slide d'Anaplan avec les quatre briques. Il faut avoir un blueprint assez clair et propre de ce qu'on a envie de construire dans Anaplan, en tout cas pour le premier modèle. Le gros modèle du PNL qu'on a migré sur Anaplan, il était extrêmement clair, très structuré. C'est un process rodé qui avait fonctionné pendant plus d'1 an et demi. Donc ça, c'était simple de le dupliquer sur Anaplan, on va dire. C'était, ça nous a apporté énormément de gains de temps, de gains de productivité, de fiabilité, etc. Mais on n'aurait pas été en mesure de construire un modèle from scratch dans Anaplan si on ne l'avait pas fait dans Excel avant. Aujourd'hui, maintenant qu'on a fait ça et que l'équipe est à l'aise pour travailler sur Anaplan, on peut envisager de construire un modèle from scratch dans Anaplan comme quelqu'un peut commencer sur une feuille blanche sur Excel, construire ses 4-5 onglets, les lier, etc. Ça, c'est quelque chose que maintenant, après avoir une grosse expérience, on est en mesure de faire. L'autre learning, c'est de libérer du temps. Ça, il n'y a pas de secret. Hein. C'est un nouvel outil, c'est un nouvel environnement. Tout le monde est habitué à travailler sous Excel, sous d'autres systèmes. Donc, c'est l'apprentissage comme une langue étrangère. Il faut avoir du temps, il faut s'entraîner. Au début, on est lent. Au début, c'est frustrant. Mais voilà, ça s'améliore et ça s'accélère. Nous, un élément clé du projet, c'était aussi le choix du partenaire. Enfin, du partenaire, pardon. Donc on a fait pas un beauty contest aussi détaillé que pour la solution, mais pour nous faire accompagner, on a quand même fait venir 3 ou 4 cabinets. On est parti sur un cabinet plus petit, plus agile, qui s'appelle Adcan, qui est un partenaire. Comment tu dis, un partenaire certifié. Voilà, certifié Anaplan. Qui pour nous
remplissait beaucoup plus les besoins que les gros cabinets connus. Parce qu'il n'y avait pas de couche de management intermédiaire, les consultants étaient dispo, ils étaient avec nous, assis dans une même salle. Il n'y avait pas de couche de project management avec reporting, avec roadmap, où est-ce qu'on en est, status report, avec des PowerPoint toutes les semaines pour nous dire où est-ce qu'on en est de ce qu'on a fait, vu que c'était important pour nous de rester maître de la solution et maître du timing. On était beaucoup plus à l'aise avec un petit partenaire que quelqu'un qui aurait pris le projet de bout en bout, serait parti dans un tunnel et nous aurait livré quelque chose clé en main à la fin du projet, ce qui est l'approche des plus gros cabinets. Donc après, à chacun de voir, à chacun de se faire une religion sur comment il a envie de mener son projet. Mais nous, c'était cette solution-là qui était adaptée pour nous. Aussi parce qu'on est une petite équipe qui a beaucoup d'appétence pour ça et on restait les stakeholders principaux de notre projet. Et le dernier point, c'est être prêt à faire évoluer son modèle au fur et à mesure. On a l'habitude sur Excel de faire beaucoup d'exceptions, de faire beaucoup de règles un peu spéciales. Ça fonctionne aussi très bien sur Anaplan, c'est juste comme sur Excel, c'est aussi plus compliqué. Donc une fois qu'on est sur Anaplan, on est sur du multidimensionnel. Donc dès qu'on fait une modification, ça s'applique sur toutes les dimensions. Faut éviter d'avoir des exceptions et puis faut être un peu flexible sur sa façon de voir son business. Nous on était très satisfait de notre modèle sur Excel et puis on l'a fait évoluer, on l'a simplifié sur plusieurs aspects et puis c'est un bon moment pour remettre en question des choses qu'on a l'habitude de faire juste parce que c'est comme ça qu'on l'a fait avant. Voilà. Et si vous avez des questions, c'est le moment. J'allais dire, vous avez fait le bon choix de partenaire parce qu'ils sont finalistes au hackathon. Des questions ? Ouais, donc effectivement, nous on n'était pas familiers avec la méthode agile, donc c'est eux qui nous ont initiés à la méthode. Donc la méthode de définir les user stories, de mettre en place les sprints, le timing des sprints, on en a discuté ensemble évidemment, mais c'était eux qui étaient plus expérimentés. Donc nous on est une équipe finance FP&A, donc on n'a pas l'habitude de gérer des projets SI. La méthode agile, oui, c'est eux qui nous ont initiés, mais finalement, on se l'approprie très très vite parce qu'on se rend compte que ça marche et que c'est nous qui inputons toutes les user stories, tout le temps que les choses vont prendre à modéliser. Donc oui, c'est juste une question de mise en place et de se mettre d'accord sur la méthode. Après, qu'est-ce qu'on met dans chaque case des sprints et de la méthodo, ça peut être que chez nous parce qu'il n'y a que nous qui connaissons le mieux le modèle et le but ultime du projet. Ouais, sur les 2 premiers sprints, c'était vraiment Atcan qui nous a drivé sur le timing, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on va réussir à atteindre, à tout réaliser ce qu'on a mis dans ce sprint, notre charge, etc. Et au bout de 2-3 sprints, oui, on devient assez autonome, on sait soi-même créer des user stories, charger un sprint en début de projet et puis le faire évoluer au fur et à mesure. Ouais. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous êtes 4 dans l'équipe, si j'ai bien compris, 5 oui. Avec vous. Comment vous administrez la plateforme ? Est-ce que vous avez justement du process vis-à-vis de votre ancienne méthode avec des fichiers Excel ? J'entends plus du... Allô ? Oui. J'ai entendu comment on administre la plateforme. Voilà, comment vous gérez le run au quotidien sur la plateforme avec votre équipe ? Est-ce que vous avez des process, une méthode particulière vis-à-vis de votre ancienne méthode avec vos fichiers Excel ? Ouais, on le fait. Le modèle, il fonctionne. Donc en run, on fonctionne comme on fonctionnait sur Excel, sauf que maintenant il y a beaucoup de parties qui sont automatisées parce que on est connecté, on essaye de se connecter à l'outil de forecasting des RH de TripAdvisor. Donc du coup ça c'est une brique en moins, une étape en moins qu'on a à faire. Donc en run, c'est comme avant, sauf sur Excel. Après sur les évolutions du modèle. Les 3 sont modèle builder, donc ils ont tous les 3 la main sur la maintenance évolutive entre guillemets, et c'est en fonction des besoins. Il y a pas
le modèle, il évoluait quasiment tous les jours jusqu'à il y a 3-4 mois. Là, je pense que depuis 2 mois, on a un peu ralenti sur les évolutions. Mais comme je vous disais, c'est mon équipe qui est entièrement maître de la plateforme, du modèle et de toutes les formules, de toute la mécanique qu'il peut y avoir derrière. Aujourd'hui, il y a qu'eux qui le connaissent. Donc effectivement, il y a un petit risque. Si les 3 passent sous un bus, je pense que le modèle est plus très utilisable. Mais c'est entièrement nous qui avons la main dessus. On fait appel à Atcan de manière hyper ponctuelle quand on a un sujet qu'on ne connaît pas, administration des droits ou des sujets d'architecture aussi pour bien dimensionner, parce qu'il y a des sujets de consommation de data dans un appelant. Si on applique toutes les dimensions sur toutes nos variables, on consomme rapidement de la data, et là-dessus, Atcan est beaucoup mieux placé que nous pour architecturer entre guillemets la solution. Donc des fois, quand on a des petites questions ponctuelles comme ça, on fait appel à eux. Mais sur les évolutions au jour le jour, c'est entièrement géré par mon équipe. Bonjour. Et du coup, est-ce que vous gérez de la documentation pour documenter ce que vous avez fait dans un appelant, et si oui ou non, et si les 3 passent sous un bus, est-ce que c'est, reprenable par quelqu'un d'autre? Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là? Ouais, on le faisait de manière plus disciplinée au début. Là, on le fait de moins en moins parce que au bout du 6e mois où on refait un forecast, ou qu'on refait des évolutions, on le traque pas nécessairement et on le documente pas nécessairement. Effectivement, en termes de discipline, on devrait le faire un petit peu plus. Mais oui, c'est un sujet interne. À quel point est-ce qu'on documente les choses? Alors Anaplan est bien fait pour ça, parce qu'on peut se rajouter des modules où on explique les méthodos à chaque fois, et on peut se mettre des checklists et créer des process. Effectivement, nous, comme on travaille un peu... on travaille de manière très très proche. On est moins discipliné là-dessus parce que on sait que s'il y en a un qui ne peut pas le faire ce jour-là, c'est son voisin qui le fera. Donc on n'a pas trop de sujets de transmission de connaissances. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place facilement et qu'on n'a pas vraiment fait. Juste pour compléter, c'est vrai que la documentation, c'est souvent le parent pauvre des projets. La bonne pratique dans Anaplan, c'est aussi fait pour ça. On construit des dashboards et on essaye de faire en sorte qu'ils soient autoporteurs, c'est-à-dire de mettre des guidelines dans le dashboard qui sera utilisé par l'utilisateur final, directement dans le rapport finalement. Donc avec les instructions, la procédure, et de faire en sorte d'éviter d'avoir un document à maintenir en plus de l'application, et que toutes les instructions soient indiquées vraiment dans le dashboard, soit par des pages d'accueil, soit par des dashboards dédiés à la procédure et au process. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clore la séance. Merci infiniment, Chris, encore une fois.